Bonjour et bienvenue à cette formation pratique sur la couverture de l'économie, une formation qui va aider les journalistes à mieux couvrir les sujets économiques. Alors, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ, qui organise cette formation. C'est un plaisir de vous savoir nombreux et surtout d'accueillir le docteur Abdou Diao, qui vous aidera à comprendre le monde complexe de l'économie, comment couvrir l'actualité économique et écrire d'excellents articles, des articles détaillés et riches sur le sujet. Bonjour, docteur Jaos. Oui, bonjour, Elom Balao, comment allez-vous? Je vais très, très bien. Et vous-même? Bien, merci, ça va, alhamdulillah. Cette formation était prévue pour le jeudi dernier et à quelques jours de sa tenue, vous avez perdu votre chère maman. Nous prenons part à votre douleur et à votre peine et vous présentons encore une fois nos sincères condoléances, docteur. Merci pour la compassion et le mot soutien quand même qui nous réconforte dans cette situation, il faut le dire, douloureuse, mais bon, étant des croyants, on s'en remet à Dieu. Merci encore une fois. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous êtes docteur en journalisme. Vous avez obtenu votre doctorat avec la mention très honorable. Félicitations. Vous êtes journaliste économique et vous couvrez depuis une dizaine d'années des rencontres d'affaires en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Vous êtes le président de l'Association des journalistes économiques et financiers de l'UMOA. Vous êtes journaliste financier au sein du quotidien sénégalais Le Soleil. Vous êtes aussi analyste économique, spécialiste des marchés publics et l'auteur du livre Comprendre les termes de l'économie et de la finance. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer, pour animer cette formation surtout. Une formation qui parle d'économie, de comment les journalistes peuvent améliorer leur couverture de l'économie. Déjà, pour commencer, quand on parle de l'économie, à quoi fait-on référence? Merci, Balo, pour cette belle présentation, pour ces compliments aussi. En fait, bon, je le dis souvent aux étudiants, vous ne verrez pas un économiste qui te dira que c'est ça l'économie. Donc, l'économie est telle définie. Donc, il y a plusieurs, en fait, là, c'est pour dire qu'il y a plusieurs définitions qu'on donne souvent à l'économie selon les différentes écoles, selon les différents courants de pensée. Certains, par exemple, définissent l'économie comme étant la science des choix. OK, donc si on parle de choix, c'est par rapport à la rareté d'un fait et à une contrainte budgétaire. D'autres économies ou bien d'autres écoles définissent peut-être l'économie en parlant, en évoquant tout ce qui est production, consommation. Il y a d'autres aussi qui parlent plutôt définissent l'économie suivant la gestion, la capacité de gestion donc de nos ressources. Mais si on parle de ressources là, c'est par rapport au budget. Donc là, vous voyez qu'il y a, il y a, il y a, il y a une Ah, pluralité de définitions effectivement qu'on donne effectivement à l'économie. Maintenant, ce qu'il faut juste noter, c'est que c'est une science, une branche des sciences effectivement sociale parce que on va à l'économie, c'est vaste, hein, je reviendrai tout à l'heure, qui s'intéresse à tout ce qui est production, à tout ce qui est marché du travail, à tout ce qui est demande, force demande et offre de marché du travail, et surtout tout ce qui conditionne, mais participe effectivement à, disons, au bien-être des populations par rapport à la consommation, par rapport à la santé, etc. Donc, c'est vraiment un champ très vaste, disons, mais on va essayer quand même, dire, lors de notre présentation, de les canaliser pour permettre aux différents participants de pouvoir tirer profit donc, de cette session. je viens de vous passer la main comme animateur, donc voilà, nous sommes à vous. Ok, merci. Vous me permettez juste, je vais présenter, partager mon écran. Hmm, Microsoft, basique. Bon, je suis en train de faire le Partager partage. l'écran, c'est juste c'est l'icône flèche qui monte en haut là.
En bas de votre clé, en bas de votre Bon, écran. il y a plusieurs options qui sont. Voilà, lorsque vous cliquez sur partager l'écran, Plusieurs panélistes peuvent partager un document en même temps. OK. Euh, iPhone, tableau desktop. OK. Tableau blanc. Partager écran. C'est bon? pas encore, Pas encore? pas Wow. encore. Le plus rapide, je vais, parce que bon, c'est vrai que je suis dans un système un peu sécurisé. Je viens de me rendre compte que euh, pour des questions de sécurité, ils n'ont pas pu valider ça. Ah, ok. Donc, mais je te balance la présentation sur WhatsApp, c'est ça? Si tu pour aller vite. Est-ce que tu peux l'envoyer dans la boîte de chat? Comme ça, je le partage ici. C'est possible que je le partage Normalement, euh, tu dois recevoir ça dans WhatsApp. sur WhatsApp. Un instant, je vérifie. En fait, on a un système, je suis dans un système un peu sécurisé là, au bureau. Donc, là, c'est ça un peu. Ah ouais, docteur Ambition. Je n'ai pas encore reçu. J'attends. Pas encore? Pas encore. Tu t'envoies ça par mail. Bon. Alors, euh, Tu peux voir le mail aussi. une seconde. Oui, je t'envoie le mail tout à l'heure. Une seconde. Hmm, La boîte de discussion. La boîte de discussion. OK. C'est OK, une reçu? seconde. Tu l'as Non, reçu? toujours pas. Pas encore. J'ai pas Par encore. mail, tu peux vérifier ton mail aussi, si envoie ton OK. mail. OK. Je vais vérifier le mail. Par mail, c'est bon. Parfait. Désolé pour Par les mail, c'est bon. participants. Non. Alors, c'est une situation qui arrive, malheureusement. Au bureau, c'est souvent sécurisé. Euh, Est-ce que on peut avancer? Je ne sais pas si on avance le temps qu'on puisse OK, parfait. que je puisse partager le compte. D'accord. Bon, en fait, merci, hein, vraiment, je tenais à vous remercier pour cette invitation et d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour essayer. Et désolé aussi, effectivement, comme les raisons que vous avez évoquées, donc la session devait se tenir depuis la semaine dernière, mais pour des raisons que vous avez effectivement évoquées. Ouais. Et c'est un plaisir de vous retrouver parce qu'il y a 1 an, 2 ans, je pense que sur la même plateforme, Ouais. on avait eu Ouais. aussi
eu une présentation sur l'information économique et financière. Et je pense que c'était une très belle occasion, en tout cas pour les différents participants, de nous imprégner un peu des réalités donc de l'économie des médias. Donc là, c'était vraiment sur l'économie des médias, comment les médias se financent dans le Ouais, contexte exactement. africain. Africain. Donc, comment couvrir l'économie? Disons, le premier réflexe que j'avais eu, c'est que c'était trop vaste. Ça peut même faire l'objet disons, d'une recherche ou bien d'une thèse, tellement que c'est vaste, mais c'est important parce que ça couvre beaucoup de choses. C'est vrai, l'économie, au début à la fin, moi je pense que tout est économie, quoi. Tout est économie. On ne peut pas parler d'un seul sujet, même tout en, disons, cachant l'économie, même la culture. Dans le sport, on a de l'économie. Tout dépendra effectivement de l'angle qu'on veut prendre pour traiter. Donc là, c'est une présentation qui va s'articuler autour de quatre parties. La première partie, on va parler de l'économie, en fait, disons, une discipline au cœur des médias. Là, on se rend compte que maintenant, il y a une présence active de l'économie dans les médias, comparé près d'il y a à une dizaine d'années. En deuxième partie, nous allons parler partager quelques bonnes pratiques, hein, bon, pas astuces, mais bonnes pratiques pour réussir une belle couverture donc, des sujets économiques. Et en troisième partie, nous allons parler donc des contraintes, les contraintes auxquelles font face souvent les journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, donc surtout sur des questions économiques. Et en dernier point, nous allons parler un peu des enjeux liés à l'information économique, n'est-ce pas? D'abord, ce qu'il faut noter, l'économie, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie introductive, l'économie, elle est vaste. Elle est vaste et elle couvre pas mal de champs, elle couvre pas mal de disciplines. Si on parle d'économie, on fait référence dans toutes ses facettes, en tout cas, on parle de l'agriculture en grand temps. Bon, si vous comprenez l'agriculture en grand temps, c'est-à-dire on a l'élevage, on a la pêche, on a l'agriculture. On a aussi l'industrie, le secteur industriel qui est dans le secteur de l'économie, qui constitue aussi un sujet qui est traité dans les médias. Le marché du travail, donc le nombre le nombre de personnes formées qui viennent souvent, qui viennent donc fréquemment sur le marché du travail, la demande de travail des entreprises, par exemple. Là aussi, c'est des questions qui ont une connotation purement économique. La production constitue aussi un autre élément, la consommation, etc., etc. Donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui en réalité concourent tous effectivement au concept, concourent à la notion économique. Et ce sont des sujets aussi qu'on retrouve dans la presse. Vous ouvrez un journal, vous écoutez la radio, vous suivez un reportage. Si c'est dans l'économie, ils ne sortent pas souvent, ces questions ne sortent pas effectivement de ces sujets que je viens de citer. Au-delà de ces domaines d'activité que j'ai cités tout à l'heure, l'agriculture, la pêche, etc., on a aussi d'autres types de sujets qui sont traités dans les médias. C'est ce qu'on appelle les indicateurs macroéconomiques ou bien les agrégats macroéconomiques. OK, quelques-uns que j'ai choisis de manière arbitraire. L'inflation, aujourd'hui, ça fait débat. Donc, dans les pays, est-ce qu'il y a une hausse de l'inflation par rapport à la pandémie? L'inflation a connu des pics. Le taux de croissance qui fait aussi l'objet de débats dans les médias, les PIB, les PNB, etc. Là, ce sont des indicateurs, des concepts qui reviennent souvent dans les médias. Bon, malheureusement, ce qu'il faut noter, on ne fait pas des traitements approfondis sur ces questions. On se limite peut-être à des comptes rendus, on se limite à des communiqués de presse sortis par le ministère de l'économie, etc. Alors que ce sont des sujets qui peuvent faire l'objet d'approfondissement, qui peuvent faire l'objet d'investigation auprès des médias. Le monde de l'entreprise, qui constitue un élément essentiel, un des animateurs les plus dynamiques de l'activité économique, parce que la vocation du monde de l'entreprise, du secteur privé, c'est de créer des richesses, mais aussi de créer des emplois. Donc, on va essayer de voir, on s'intéresse aux facteurs de production. Dans les médias, si on parle de facteurs de production des entreprises, c'est par rapport à tout ce qui intervient dans la production, que ce soit l'électricité, que ce soit les intrants, le bilan financier aussi, c'est important pour les entreprises, l'offre et la demande de travail, les performances des entreprises. Pas encore, Balo? Non, pas encore. J'essaie toujours. Parce Ok, j'essaie de faire la présentation, mais carrément, une seconde. c'est le même souci, hein? Attends, drop Non, my c'est le même cursor. souci. Attends, j'essaie de faire autre chose. Euh,
Audio portant. Attends, je vois. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais continuer, c'est ça? Oui, j'essaie de régler ça tout à l'heure, dans 2 minutes. Ok, peut-être je vais continuer. J'essaie Je disais qu'il y a plusieurs manières de bref, traiter l'économie suivant j'essaie de ces, trouver une solution rapide. il y a plusieurs manières de traiter l'économie suivant les différentes orientations. Les indicateurs, je l'ai dit tout à l'heure, le monde de l'entreprise. Donc, cette liste n'est pas exhaustive, hein, c'est juste un aperçu. Je continue sur la première partie, l'économie, une discipline au cours des médias. D'autres branches traitées sous l'angle économique. Donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, ce sont des sujets purement économiques, c'est-à-dire qui ont une connotation directe avec l'économie. On ne se sort pas. Mais il y a d'autres sujets qui, en réalité, si vous l'évoquez, vous ne parlez pas de l'économie. Mais ce sont des sujets qu'on peut traiter sous l'angle économique. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous prenez la culture. La culture, elle est vaste, mais un sujet de culture peut faire l'objet d'un sujet de reportage économique. Ok, aujourd'hui, on parle des IC, des industries culturelles, on parle des droits voisins, etc. Et pourtant, les industries culturelles sont devenues aujourd'hui un élément extrêmement important, même dans le PIB. Et je vous donne l'exemple du Nigeria avec Nollywood, ok, qui constitue quand même, en termes de contribution au PIB. Donc, alors que ça relève de la culture, ça relève du cinéma, etc. Mais en réalité, ici, les économistes s'intéressent à l'apport de ces secteurs dans la formation du produit intérieur brut. Dans le domaine des sports aussi, vous comprenez les investissements qui sont des investissements colossaux qui sont déployés par les États dans le secteur dans le domaine du sport. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire qui va abriter la prochaine CAN. Combien de milliards ont été investis pour construire des stades, des hôtels même qui vont accueillir, etc. Et c'est toute une économie, c'est toute une vie économique qui tourne autour effectivement des sports. Donc, tous ces secteurs qui ne relèvent pas de l'économie ont des ramifications économiques. Je continue, hein, le marché des transferts, vous comprenez, les mercatos, Sadio Mané qui va peut-être, je ne sais pas, qui a quitté Bayern pour aller en Arabie Saoudite, les milliards qui ont été décaissés, etc., etc. Donc, le rachat des clubs de foot, lui-même, Sadio qui a racheté un club, etc. Donc, toutes ces activités sportives ont une ramification économique, n'est-ce pas? La rémunération des joueurs. Le domaine de l'éducation, c'est pareil. Les investissements qui sont souvent faits par les États, donc à travers le budget, dans le domaine de la santé. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on a parlé des questions qui ont trait directement à l'économie, ok? Comme l'industrie, comme le commerce, etc. Dans un deuxième temps, on a parlé des questions qui, en réalité, ne sont pas économiques dans un premier temps, mais qui ont une ramification, qui ont des implications économiques. Et j'ai donné le cas donc de la culture des sports, etc. Tous ces sujets précités font l'objet de traitement dans les pages économiques des médias, que ce soit en radio, télé, presse écrite. Maintenant, la deuxième partie de cette présentation va porter sur quelques bonnes pratiques, ok, pour réussir une couverture des sujets économiques. Là, c'est vraiment aujourd'hui, quels sont les instruments dont disposer, quelles devraient être les bonnes pratiques que nous devons avoir pour pouvoir réussir une belle couverture économique. La liste n'est pas exhaustive, c'est un peu retour d'expérience que je partage effectivement ces informations. La préparation. La préparation, c'est une étape clé dans le processus de la diffusion, de la collecte, du traitement et la diffusion de l'information. Et en quoi consiste la préparation? Mais la préparation consiste d'abord à maîtriser votre sujet, ok? Consiste à faire des recherches sur le sujet pour ne pas être, pour ne pas être trompé ou bien pour ne pas être écrasé par votre interlocuteur. Donc, la préparation, elle est extrêmement importante en matière donc, de couverture médiatique. Et maintenant, cette préparation consiste à faire des lectures actives. OK? Si, par exemple, je dois couvrir une mission du FMI, il y a le FMI qui doit faire une annonce sur un peu la coopération entre le FMI et le Sénégal, etc. Mais je dois au moins savoir aujourd'hui les documents sur lesquels le Sénégal et le FMI travaillent. Je dois connaître à quel niveau le FMI a décaissé, etc., etc. Donc,
il faut avoir le maximum d'informations sur la relation, sur la coopération économique et financière entre le Sénégal ou bien entre le Bénin et le FMI, voir les différents programmes sur lesquels les deux parties travaillent. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, pour là, c'est très simple. Il suffit juste de visiter les différentes plateformes, le site par exemple, le site du FMI et de voir quels sont les différents programmes qui sont en cours dans votre pays. Parce que comme tous les pays de l'UEMOA, et presque dans tous les pays qui sont membres du FMI, il y a des missions qui sont faites par des services du FMI. Donc, la préparation suppose une lecture active, mais aussi des recherches sur les questions économiques à travers la lecture d'ouvrages, ok? Ou bien des ouvrages spécialisés, ou bien des articles scientifiques. Les articles scientifiques, c'est souvent des productions qui sont faites par des chercheurs sur des sujets bien définis, sur le sujet de domaine d'intervention. À côté de la préparation, il y a aussi un autre élément qui est extrêmement important, c'est par rapport au carnet d'adresse. Là, les journalistes précis connaissent ce qu'est un carnet d'adresse, ce qui fait la particularité d'un journaliste, quel que soit le domaine d'intervention, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la santé. Ce qui fait la distinction, la particularité d'un journaliste, c'est la richesse de son carnet d'adresse. Il faut disposer d'un carnet d'adresse riche, d'un carnet d'adresse bien fourni. Et il s'agit d'identifier l'ensemble des personnes ressources et établir une relation de confiance avec ces personnes. Un bon journaliste ne peut pas avoir effectivement un carnet d'adresse riche. Et c'est ce carnet d'adresse qui permet aux journalistes de sortir des sentiers battus, de donner une information avec une forte valeur ajoutée, mais aussi donc d'aller au-delà de ce que les gens ont suivi déjà. Donc, le carnet d'adresse est un élément extrêmement important pour la carrière, effectivement, mais aussi pour les journalistes. Toujours les bonnes pratiques, hein, c'est extrêmement important aussi, celui ou bien le journaliste qui veut couvrir les activités économiques, de disposer dans sa base de données des spécialistes. Des spécialistes. Je ne peux pas traiter des questions économiques et aller interroger quelqu'un qui ne connaît absolument rien de l'économie. C'est paradoxal. Donc, l'élément important aussi, c'est de disposer de cette base de données d'économistes. Je dois avoir plusieurs économistes dans ma base de données parce que je dois couvrir une activité sur la dette. Ok, je dois avoir un économiste spécialisé parce qu'il faut se méfier aussi des économistes qui connaissent tout et qui ne savent absolument rien de tout. Je suis économiste, je connais, je fais ceci, je fais cela, etc. Aujourd'hui, il y a chaque économiste, les économistes sérieux, ok, vraiment sont spécialisés dans des domaines. On a des économistes dont leur seul travail ou bien leur seul champ de recherche, c'est la dette. Il y a des économistes qui ne s'intéressent qu'à la branche des paiements. Il y a des économistes qui ne s'intéressent, disons, qu'à l'industrie. Ok? Il y a des économistes qui ne s'intéressent qu'à la santé, etc., etc. Donc, l'avantage d'avoir un économiste spécialisé dans son domaine, c'est qu'il vous donnera des réponses plus pointues. Il vous donnera des réponses plus pointues, mais aussi il vous donnera des analyses beaucoup plus percutantes que par rapport au généraliste. Le généraliste va donner juste son avis. C'est comme dans le domaine médical. Dans le domaine médical, le médecin généraliste, il vous consulte, après il vous oriente vers les spécialistes. OK? Alors qu'en économie, ce qui est suggéré, c'est d'aller directement rencontrer les spécialistes. Parce qu'il y a des macroéconomistes, il y a des microéconomistes, il y a des statisticiens, etc., etc. Donc, disposer dans votre base de données des spécialistes, des économistes, des financiers. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des économistes qui sont en même temps des financiers. Avoir aussi des acteurs du secteur privé. Parce que ce sont eux aussi qui sont les animateurs de l'activité économique. Tu ne peux pas traiter une question de création d'emplois au Sénégal sans interroger le secteur privé. Et interroger le secteur privé, c'est qui? C'est interroger le patronat, c'est vraiment interroger les acteurs. Donc là, la liste n'est pas exhaustive. L'autre bonne pratique pour réussir une bonne couverture donc, de l'activité économique aussi, c'est d'être au parfum de ce que les institutions produisent comme contenu. Et là, effectivement, comment y faire? Comment bénéficier?
c'est de faire des abonnements. Et l'abonnement est presque gratuit. C'est de vous abonner aux différentes institutions qui produisent effectivement du contenu économique, comme les newsletters. Aujourd'hui, après moi, je me suis abonné à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale me balance presque toutes les productions au quotidien. Je me suis abonné à la BOAD. La BOAD me donne toutes les productions, etc., etc. Toutes les informations qui ne sont pas confidentielles, vous pouvez les avoir en temps réel. Et là, c'est une bonne habitude que les journalistes économiques doivent avoir pour au moins être au fait de ce qui se passe, ce que les institutions produisent et de faire des traitements à destination donc des médias. Enfin, mon cher Bolao. Enfin, vraiment. Donc, merci. Je pense qu'on s'était arrêté. Tu peux aller au cinquième slide, s'il te plaît. Au cinquième slide. Bon, là, j'ai parlé effectivement des bonnes pratiques. Hein. Pour réussir, là, c'est la préparation. Tu peux mettre en diapo. Ou bien c'est bon, vous parvenez à voir. Oui, je parle. Bon, c'est les aléas des techniques, hein. On ne peut pas maîtriser, en fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux laisser. C'est en bas, quoi, à droite, en bas à droite. En bas à droite. Tout à fait à droite. Oui, vous voyez, avant le 87 là. Oui. Entre les deux, oui, vous cliquez. Non, 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 après. Non, non, l'autre. Oui, c'est ça. Non, non. Non, non, non. Ah non? Oui, oui. Exact. Parfait, merci, merci mon cher. Donc là, merci hein, vraiment. Donc, je parlais plutôt des bonnes pratiques hein, pour réussir une couverture. Donc là, j'ai parlé de la préparation. Le journal doit se préparer. Et comment se préparer? Se préparer, c'est de faire des lectures, c'est de dormir sur des questions. Je dois couvrir le budget, la session budgétaire, ok, l'ouverture de la session budgétaire, mais je dois au moins lire sur ce qu'est le budget. C'est quoi un budget? C'est quoi les dépenses? C'est quoi les investissements? C'est quoi le budget de fonctionnement, etc. Je dois aussi connaître la répartition budgétaire pour chaque ministère, etc. Donc là, la préparation, elle est extrêmement importante. Qu'il s'agisse d'une interview, qu'il s'agisse d'un portrait, qu'il s'agisse d'un reportage, qu'il s'agisse d'une couverture d'une conférence de presse, je dois au moins disposer de des informations sur l'événement pour que je ne sois pas surpris ou bien être un peu un novice dans le domaine donc, de la couverture. Se doter d'un bon carnet d'adresse, là, je l'ai déjà dit, hein, vraiment avoir des personnes ressources à votre disposition. Next. Les bonnes pratiques aussi, je l'ai dit tout à l'heure, avoir à votre disposer des économistes, des financiers, des acteurs du secteur privé aussi. L'autre bonne pratique, c'est l'abonnement au fil de diffusion, les newsletters. Aujourd'hui, presque toutes ces institutions ont des fenêtres qui vous permettent de pouvoir de vous connecter et d'avoir des newsletters presque au quotidien. Ok, donc la BAD, par exemple, l'OCDE, etc. Ce sont des plateformes, ce sont des organismes qui peuvent effectivement, auxquels vous pouvez vous abonner pour avoir le newsletter. Et c'est très simple, il suffit juste de mettre votre mail et puis désormais vous serez inscrit dans leur base de données. Donc, les INS, ce sont les instituts nationaux de statistiques, bon, presque qui sont disponibles dans chaque pays. Les ministères de l'économie aussi, ils sont des sites, certains ont des sites et c'est extrêmement important. Et l'avantage est que aujourd'hui, ces structures ont des réseaux sociaux, ont des plateformes. Donc, ça devient plus instantané en termes de production de l'information. Allez vous abonner à ces différentes pages sur les différents réseaux sociaux. Allez vous abonner au site, mais aussi essayer de disposer de leur newsletter en faisant des abonnements. Donc, le ministère de l'économie ainsi que tous ces services rattachés. Donc, l'autre bonne pratique aussi en vraiment la couverture, c'est ce qu'on appelle les glossaires. Vous connaissez les glossaires. Les glossaires sont des recueils de concepts qui donc définis et presque je donne l'exemple de la Banque mondiale, elle a son glossaire, ok? Le FMI a son glossaire, la BAD a son glossaire, la BCA a son glossaire. Les glossaires, c'est juste des recueils de définition de concepts.
Si vous prenez le glossaire, je pourrais partager ça à Balao et il va vous le donner. J'ai le glossaire de la BCAO qui détaille, qui donne la définition. C'est quoi l'exportation, c'est quoi l'importation, c'est quoi la balance commerciale, c'est quoi la balance des paiements, c'est quoi les PIB, les PNB, etc. Donc, ces glossaires-là sont des livres de chevet. C'est extrêmement important de les avoir dans le cadre de l'exercice de vos activités. Parce que si aujourd'hui vous êtes en face du ministère des Finances, il vous dit le service de la dette du Sénégal va dépasser 1000 milliards. Vous, journalistes, avant de traiter, il faut savoir c'est quoi le service de la dette. Mais vous venez, on balance le service de la dette sans pour autant comprendre c'est quoi le service de la dette. Alors que si vous regardez, bon, vous avez votre glossaire. Bon, le ministre a parlé du service de la dette. C'est quoi le service de la dette? Mais je regarde le glossaire. S'il y a un service de la dette, il va me définir. Il va dire que le service de la dette, c'est le capital plus le principal, c'est-à-dire ce qu'on doit payer en termes de principal et les intérêts qui viennent, etc. Bon, juste pour vous expliquer, on parle de PIB, de PNB, etc. Donc, ces glossaires sont excellents. Ils sont téléchargeables et l'accès est presque gratuit. Next. Next, Gossi. Bloqué. Peut-être tu peux enlever la diapo si ça ne marche pas. Peut-être j'arrête et je recommence. Et, voilà. Je pense qu'on va le faire comme ça. Hein, parce que ça marche pas. Tu peux arrêter la diapo, quoi. OK. C'est mieux que rien, quoi. C'est mieux. Mais pas. OK. Je disais que, OK, les bonnes pratiques, hein, c'est la dernière étape concernant les bonnes pratiques. Les étapes de la collecte et du traitement. Un journaliste, la couverture aussi, il y a des préalables. Tu ne peux pas couvrir une activité économique tout en ignorant, OK, tout en ignorant effectivement le genre rédactionnel. C'est-à-dire, il y a une activité, je vous dis, allez couvrir cette telle activité. Bon, c'est parti. Bon, peut-être en attendant que le magie technicien, je disais que en termes de bonnes pratiques, hein, je termine par ça pour cette partie. Avant de couvrir un événement, c'est extrêmement important de connaître le type de genre rédactionnel qui est appliqué à cette couverture. Étant journaliste, nous avons tous appris les genres rédactionnels dans les écoles. Le reportage, le compte-rendu, le portrait, l'interview, le billet, l'édito, la chronique, le commentaire, l'enquête, le dossier, etc., etc. Donc, avant de couvrir l'activité économique, il faut savoir quel est le genre rédactionnel qui est approprié à cette couverture. OK? La deuxième chose, c'est d'identifier les sujets à traiter. Mais moi, je dois couvrir. Mais quel est le sujet? Quel est le sujet? Qu'est-ce que je dois couvrir? Est-ce que c'est une visite? Est-ce que c'est une conférence de presse? Est-ce que c'est une présentation d'un rapport? OK? Est-ce que c'est un atelier technique de restitution nationale des résultats d'une étude, etc., etc. Vous devez identifier les sujets à traiter. OK? L'autre chose, merci. Je pense qu'on peut laisser ça. Non, non, c'est avant. OK, merci. Merci. Donc, je disais que les étapes de la collecte et du traitement, bien préciser le genre rédactionnel. OK? Parce qu'un seul sujet de l'économie
Sur un seul sujet de l'économie, on peut avoir 3, 4, 5, 6 types de couverture, suivant les différents genres rédactionnels. Donc, c'est extrêmement important de préciser votre genre rédactionnel. C'est important aussi d'identifier le sujet à traiter. Quel est le sujet? Ça porte sur quoi? Quel type d'activité, etc. Il faut limiter aussi le champ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer dans tous les sens. Je dois couvrir une activité sur la présentation de la branche des paiements, etc. Je dois canaliser mon sujet, mais pas tirer dans tous les sens. Là, vous allez, le seul risque, ici, le risque, c'est que vous allez vous perdre. Vous allez perdre. Donc, je dois canaliser mon champ d'intervention. Je dois, au moins, avant d'aller, je dois traiter, je vais traiter ceci, je vais traiter cela. Il faut aussi, c'est extrêmement important, choisir vos personnes ressources. Qui sont mes personnes ressources? Est-ce que c'est des spécialistes? Est-ce que c'est le consultant? Je dois me limiter uniquement au consultant qui va présenter les résultats de cette étude, etc. Donc, parce que les personnes, le profil des personnes ressources va donner une orientation au contenu de ton texte. L'autre chose, bonne pratique, à mon avis, c'est de vous référer aux documents utiles. Je dois couvrir une activité portant sur le taux de croissance du Sénégal en 2023, mais je dois au moins regarder les documents sur la croissance du Sénégal publiés par le ministère de l'économie l'année dernière pour pouvoir faire une comparaison des chiffres de l'année dernière et ceux de cette année. Je dois au moins avoir les documents de l'ANSD ou bien les documents de l'Institut de la statistique, etc. Donc, toutes ces informations, tous ces documents vous aideront effectivement à mieux connaître l'évolution de ce taux de croissance, les défis, etc., etc. Donc, se référer aux documents études, rapport pour renforcer le contenu. Next. Maintenant, non, vous voyez, cette partie, comment apporter une valeur ajoutée à votre article économique. OK? Je n'avais pas prévu, mais je l'ai trouvé peut-être intéressant parce que aujourd'hui, on a tendance à lire que des comptes rendus dans la presse. Il a dit, il a ajouté, il souligne, il indique, mais ça n'apporte pas en réalité une valeur ajoutée au lecteur. OK? Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement important pour apporter une valeur ajoutée à votre article, c'est d'aller au-delà des comptes rendus, aller au-delà des discours que les ministres nous donnent lors des ateliers ou bien lors, etc. Mais aussi des notes préliminaires. Le ministre vient, il lit sa note préliminaire et puis il s'en va. Et puis moi, je retourne à la rédaction et puis je reprends. C'est comme un chargé de communication, en fait. Il faut apporter une valeur ajoutée, aller au-delà des dossiers de presse. Le premier réflexe les communicants, en fait, ils ont leur champ, ils ont leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est de faire passer leur message. Maintenant, il appartient aux journalistes d'être curieux, d'être regardants, d'être prudents et de ne pas prendre au argent comptant ce que les communiqués de presse vous donnent, ce que les chargés de communication vous donnent. Non, je dois effectivement contrebalancer, je dois challenger ces informations que les chargés de communication me donnent. Donc, aller au-delà des dossiers de presse, aller au-delà des communiqués de presse. Donc là, c'est extrêmement important. Ça permettra au moins d'aller au-delà de ce que j'obtiens en termes de compte rendu. L'autre point, c'est d'approfondir le sujet en interrogeant des spécialistes sur la question pour plus d'éclairage et challenger effectivement les informations. Et ne pas encore une fois se limiter aux documents qu'on vous remet pendant donc l'événement. Éviter de tomber dans la monotonie de l'offre informationnelle. La monotonie de l'offre informationnelle, c'est quoi? On est 15 journalistes, on est 15 organes de presse, on a couvert la même activité et demain, les éditions du jour, on aura le même contenu. OK? On a la même déclaration du ministère de l'économie, etc., etc. Là, c'est de la monotonie, il n'y a aucune valeur ajoutée. Maintenant, pour sortir, pour se faire distinguer, pour quand même remporter, disons, pour apporter une valeur ajoutée, moi, c'est vrai, j'ai l'information, j'ai recueilli, mais je vais interroger des spécialistes. Je vais agrémenter effectivement mon contenu pour au moins proposer quelque chose de nouveau effectivement à mes lecteurs. Varier les genres rédactionnels. Un seul article, une seule activité économique peut faire l'objet de plusieurs types de traitements. Supposons que le ministère des Finances doit annoncer, doit faire une annonce, comme quoi que le Bénin va faire un emprunt obligataire, etc. Bon, c'est un exemple, hein.
Et puis, les chargés de communication des ministères des Finances distribuent le communiqué de presse, le dossier de presse, etc. Le Bénin va faire une levée de fonds de 500 milliards, par exemple. Mais c'est ça l'information. C'est vrai, c'est l'information. J'arrive à la rédaction, je fais un compte rendu. Le ministère de l'économie annonce que le Bénin va faire un emprunt de 500 milliards. Là, c'est l'information, elle est connue de tout le monde. Ça n'a pas de valeur. Maintenant, je dois interroger un économiste pour voir est-ce qu'aujourd'hui le Bénin n'a pas atteint n'a pas atteint le seuil de la dette de communautaire, c'est-à-dire le taux de 70%. Aujourd'hui, quelles peuvent être les implications d'un nouvel endettement du Bénin sur son, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a les notations financières qui lui permettent de pouvoir aller sur le marché financier, etc. Et là, ce n'est pas le ministère qui va vous donner ces informations. Tu dois interroger les économistes pour venir maintenant renforcer sous forme d'analyse, effectivement, ce contenu. Donc, c'est des astuces, hein, c'est vraiment des astuces qu'un bon journaliste économique doit avoir pour couvrir l'activité économique. Next. Bon, là, c'est des contraintes hein, que je partage. C'est des contraintes. Donc, c'est des contraintes. Hein, c'est le quatrième point. C'est des contraintes. Et on est tous d'accord. On est tous d'accord. Non, non. Troisième, s'il vous plaît. Les contraintes. C'est la non-compréhension des concepts économiques. On fait beaucoup de confusion entre le PIB et le PNB. On est d'accord. Il y a certains journaux, on ne parvient même pas à faire la différence entre c'est quoi un PIB, c'est quoi le PNB, etc. OK, on vous dit que par exemple le PIB, l'ensemble des productions, OK, disons l'ensemble des richesses produites par les nationaux et les étrangers qui sont établis sur le pays, sur le territoire national. Le PNB, on dira que c'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux et les nationaux établis à l'extérieur. Donc, il y a un problème de compréhension même de ces concepts. Et les concepts même, viabilité de la dette, c'est quoi? C'est quoi? Balance des paiements, balance commerciale, est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi? Et Dieu sait qu'on fait beaucoup de confusion lorsqu'on traite ces questions. OK? Le taux de pression fiscale, l'inflation, quelle est la différence entre l'inflation et la spéculation? Parce que souvent, on prend de la spéculation comme de l'inflation, alors qu'il y a une différence. OK? Le risque élevé, n'est-ce pas? Donc, il y a tous ces concepts-là que le journal, effectivement, il ne peut pas venir balancer PIB. Non, il faut définir ces concepts même avant de les traiter. Je vous dis, si le journaliste lui-même ne comprend pas le sujet, ne comprend pas le chiffre qu'il véhicule dans son texte, le lecteur aussi n'est pas censé comprendre. Il faut toujours se mettre à la place du lecteur. Si vous comprenez, là, vous présumez qu'effectivement le lecteur va comprendre. Mais si vous-même qui écrivez le papier, vous ne comprenez absolument rien de ce contenu, vous balancez juste, dites-vous bien que le lecteur ne va pas comprendre. N'est-ce pas? C'est extrêmement important. Il faut toujours se mettre à la place du lecteur et ne pas se mettre à la place de l'expert. Donc, c'est extrêmement important. Donc, le manque de formation, parce que peut-être les journalistes qui ont eu une formation en économie, en finance, seraient plus à l'aise pour traiter ces questions, mais ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une raison pour dire que non, je ne fais pas les questions. Non, allez former, ce n'est pas encore tard, allez former, allez vous initier à l'économie en lisant, en faisant des formations continues, etc. Donc, c'est extrêmement important. Bon, je suis d'accord, il y a difficile accès à certaines informations. Les ministères nous cachent peut-être certaines informations, les institutions économiques nous cachent certaines informations. Et là aussi, c'est des contraintes souvent auxquelles font face les journalistes. Indisponibilité des personnes ressources. Je traite un sujet lié au marché public. Mais on me dit qu'il y a un seul spécialiste qui est capable de vous donner ces informations, mais cette personne ressource n'est pas disponible. Donc là aussi, comme tous les journalistes, on est souvent confronté à ces difficultés d'indisponibilité des personnes ressources. Même s'il y a même s'il y a une disponibilité des données, OK, sur certains sites, ce sont des données qui sont brutes et techniques, OK, réverbatives qui ne sont pas très, très expliquées. Donc là, c'est les études, c'est les rapports, etc. Et souvent, c'est des difficultés. Les fake news aussi, OK, qui sont aussi une contrainte. Souvent, on est envahi au quotidien par des informations, des chiffres, etc. Mais si on ne fait pas très attention, si on n'a pas une capacité de filtre, là, on prend donc tel que récit et on balance. Et là aussi, ça peut être quand même très dangereux hein, pour même votre public. Bon, compréhension des chiffres et des graphiques, hein, parce que l'économie aussi, c'est les chiffres, c'est les graphiques. Et un seul graphique peut même faire l'objet d'un article.
un seul graphique peut faire l'objet d'un article. Mais à condition que vous compreniez le sens de ce graphique, et pareil aussi pour les chiffres. Next, je pense que ce sera la dernière slide. Voilà, avant de passer. Bon, là, je voulais juste partager quelques enjeux liés à l'information économique. Aujourd'hui, l'information économique, elle est extrêmement importante. Elle aide à mieux prendre les décisions, que ce soit dans le domaine du public ou bien dans le domaine du privé. L'information économique, c'est l'une des matières premières même de l'intelligence économique. Vous connaissez, en matière de prise de décision. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent l'information économique pour faire leur investissement, pour réussir la concurrence, pour imposer leurs produits sur le marché. La presse économique, elle a cette capacité d'influence sur les décisions et orientations des gouvernants et des investisseurs. Donc, les investisseurs accordent une importance capitale à l'information économique, mais aussi les gouvernants. La presse économique, c'est cette vitrine du climat des affaires. C'est cette presse économique qui véhicule, qui donne une appréciation, donc aux investisseurs sur le climat donc, des affaires du pays. C'est pourquoi je ne dévalorise aucune presse, mais je peux dire que la presse économique, elle est centrale, elle est fondamentale parce qu'elle contribue à mieux prendre des décisions, elle contribue même à mieux apprécier le pays au plan international vis-à-vis des investisseurs. L'influence de la presse économique sur les conditions d'endettement du pays sur les marchés financiers. Vous savez, si le Sénégal ou bien le Mali veut faire des eurobonds, veut lever des eurobonds sur les marchés financiers internationaux, les investisseurs qui veulent souscrire aux obligations internationales de ces pays, le premier réflexe, c'est d'analyser les informations économiques et financières qui sortent de ces pays. Malheureusement, après beaucoup de nos pays, on n'a pas cette presse économique et financière autonome. Du coup, c'est quoi? Ils vont se référer aux médias internationaux, que ce soit Financial Times, que ce soit Bloomberg, que ce soit Reuters, etc., etc. Et pourtant, nous, on a des journalistes qui sont formés, on a des presses économiques qui sont, etc. Maintenant, le souci, c'est qu'on ne parvient pas peut-être à convaincre ou bien à mieux placer, à vendre cette information économique et financière. Donc, pour vous dire que la presse économique est capable même de, effectivement, d'influencer les conditions d'endettement des pays en matière de taux d'intérêt, le coût du crédit. Donc, les notations financières aussi, vous savez que les agences de notation financière utilisent l'information financière pour faire les notations. Donc, que ce soit Standard & Poor's, Fitch, ou bien Moody's. Maintenant, le reste, c'est des annexes. Voilà, vous pouvez continuer. Là, c'est juste retour d'expérience aussi. C'est des rubriques que j'animais dans le quotidien national Le Soleil. Chaque semaine, j'expliquais quelques termes économiques pour mes lecteurs. Par exemple, ici, ce numéro, j'expliquais ce qu'est le PTIP, Programme triennal d'investissement. On entend parler, que ce soit au Bénin, au Togo, etc. Vous avez tous le programme triennal d'investissement public. Zone économique spéciale. On parle de zone économique spéciale. Mais c'est quoi? C'est quoi une zone économique spéciale? Donc là, on essaie d'expliquer ces concepts, quels sont les avantages liés aux zones économiques spéciales. Idées, on parle d'idées. Même nous, on est très paresseux. Bon, je parle des journalistes, on est trop paresseux. Même si je prends idée, je ne définis pas idée. Je mets idée et puis c'est tout. Non, je dois expliquer c'est quoi idée, investissement étranger. C'est quoi? Mais je mets juste idée parce que le ministre a parlé d'idée. Non, je dois prendre le temps de définir c'est quoi idée. N'est-ce pas? Donc, on n'est pas censé connaître. Next. Pendant la COVID, on a parlé trop de la récession économique, dépression, récession, mais sans comprendre c'est quoi la différence. Alors qu'en tant que journaliste, je dois définir. Le lecteur n'est pas censé connaître la différence entre récession, parce qu'on a trop parlé de la récession, de la dépression, etc. Donc là, je me suis dit que tiens, je vais expliquer la récession économique. Vous voyez, la dépression économique, etc., etc. Donc, c'est quelques concepts qui ont été publiés en pleine COVID, quoi, parce que c'était des concepts qui revenaient souvent. Donc, next. Okay. Je pense que c'est le dernier, c'est ça? Je pense que c'est le dernier aussi. Allez-y. C'est celui-ci, Oui, c'est votre vrai. livre. Oui, exact, exact. Oui, oui.
avant l'ouvrage, avant. Avant l'ouvrage, d'accord. Je pense que c'est Bon, ça là, avant oui, l'ouvrage. oui, oui, oui. Là, c'est la capitalisation boursière. C'est quoi? Euh, OK, la jointure, les fonds communs de placement. Next, la dernière slide maintenant. ok. Tout ce que je vous disais tout à l'heure là, c'est l'ensemble de ces publications-là qui faisaient une centaine que j'ai compilé et que j'ai mis effectivement dans cet ouvrage, quoi. Et donc, avec cet ouvrage, vous aurez toutes ces, OK, ce que j'expliquais tout à l'heure là, les concepts, etc. Ce sont l'ensemble que j'ai compilé maintenant pour en faire un ouvrage, bon, qui a été filé depuis 2022. J'avais épuisé la première commande et il y avait beaucoup de demandes encore. J'ai dû rédiger, j'ai dû réimprimer encore et je suis en train de véhiculer, d'écouler encore une nouvelle commande. Donc, c'est ça. Bon, merci. Je pense avoir, désolé d'avoir été trop long, mais c'est la passion. Je parle avec beaucoup de passion et je reste ouvert aux questions éventuellement. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. C'est pas fini, c'est l'heure des questions des participants. Merci à vous. On a eu quelques soucis techniques du début jusqu'à Mhm. la fin, mais j'ai dû prendre un deuxième ordinateur puisque le premier est en train de ramer et du coup, voilà, pour pouvoir partager ce PowerPoint avec les confrères. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur Facebook pour ceux qui nous suivent directement via Facebook, mais pour ceux et celles qui nous suivent via Zoom, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de chat. J'ouvre la boîte de chat et je vois déjà trois questions. La première, ne pensez-vous pas que les universités, les institutions devraient également améliorer leurs relations aux médias? Pour avoir travaillé dans différents pays, il est plus simple de trouver des personnes ressources dans certains pays parce que les universités listent les compétences des chercheurs et professeurs et indiquent leurs contacts, email et parfois même numéro de téléphone. Dans certains pays, ceci n'est pas disponible. Ça, c'est la question de Maria Mathiam. Je lis. Les universités devraient également oui, je suis tout à fait en face, Mariama, effectivement, parce que en réalité, les universitaires sont très restent cloîtrés dans le tour d'ivoire, hein, et leur laboratoire, pensant que maintenant tout le monde se limite. Non, il faut aller. Et je lisais un papier donc, du directeur, du directeur général de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Il disait que sortez des laboratoires et allez auprès des communautés. Là, c'est Gallo Diop, professeur Gallo Diop qui le disait hier, hein, hier ou avant-hier. Donc là, effectivement, il faut sortir des labos, aller à la rencontre des communautés. Maintenant, il peut être difficile d'aller à la rencontre des communautés, mais on peut avoir un pont. Et le meilleur pont, à mon avis, c'est les médias. Donc, les médias peuvent jouer ce rôle d'interface, peuvent jouer ce rôle de pont entre le monde universitaire et la communauté. En faisant quoi? En partageant les recherches qui sont ici des laboratoires. En partageant les recherches qui sont des laboratoires. Maintenant, peut-être souvent il y a des difficultés parce que souvent les chercheurs ne veulent pas que leur contenu ne soit, disons, repris ou bien escamoté, ou bien. Donc, il y a ce risque. C'est pourquoi souvent les chercheurs ne sont pas enclins à collaborer. Effectivement, je suis en phase. Il faut qu'il y ait cette collaboration. Il y en a, hein, il y a cette collaboration, mais que cette collaboration devienne plus active, plus bénéfique entre les populations, entre les populations. Donc, les médias peuvent jouer ce rôle d'intermédiaire entre les populations et les milliers des chercheurs. Oui, oui, c'est vrai. Surtout dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones, la relation est plus étroite entre les chercheurs et la presse parce que les chercheurs sont conscients du rôle des médias dans le véhicule des résultats qui sortent des recherches. Mais ici, on aime faire des recherches et puis on les garde dans les laboratoires. Les chercheurs décèdent, personne ne va bénéficier de ces contenus. Et c'est la réalité. Autre chose, c'est que la plupart des recherches sont commanditées par des organismes, sont commandités par des institutions internationales. Et du coup, dans le contrat qui lie les chercheurs et les clients, on met le cachet confidentialité. Hop, ces recherches ne sont pas destinées au grand public, n'est-ce pas? Donc, alors que c'est l'université qui devait sortir de ces laboratoires pour aller maintenant proposer, etc. Je pense que pendant la COVID, on a plus des acteurs privés qui ont révélé des recherches pour, par exemple, je ne sais pas, hein, on a quand même pas mal de recherches qui sont faites par des acteurs privés, par des indépendants, au profit que ce soit les matériels utilisés,
donc tout ce qui est distribution de gel, etc. Donc, il y a pas mal d'innovations qui ont été faites pendant. Mais je suis en phase pour qu'au moins qu'il y ait cette collaboration entre les chercheurs et le monde des médias. Ne pensez-vous pas que les documents publics doivent aussi veiller à utiliser un langage simple parce que parfois même les glossaires sont alambiqués au Maroc, par exemple? Oui, effectivement. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation. Même s'il y a des données qui sont disponibles, c'est des données qui sont trop techniques. Ce sont des données qui sont trop brutes. OK? Et maintenant, c'est là où ces institutions doivent solliciter l'expertise des journalistes pour au moins expliquer dans un langage accessible, dans un langage dépoussiéré, dans un langage vraiment terre à terre, pour permettre aux lecteurs, pour permettre à la communauté de pouvoir comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, on peut le faire à travers des bandes dessinées, on peut le faire à travers des capsules, on peut le faire donc suivant plusieurs types de supports. Et ça permettra, même si prenez le budget, je vous dis, pour avoir couvert plusieurs fois les sessions budgétaires, mais le ministère des Finances, il passe à l'Assemblée nationale. Mais certains députés, ils ne voient que du feu parce qu'ils ne comprennent absolument rien de ce que le ministère explique en termes de budget. Il parle de loi de finances rectificative, loi de finances initiale, loi de règlement, ou bien il parle d'autorisation de paiement, il parle de transferts spéciaux, il parle de compte trésor. Ils ne comprennent absolument rien de ce que les ministères balancent. Alors que, et pourtant, ils se disent représentants du pays, représentants du peuple. Donc, d'où l'importance de faire des documents de synthèse, des capsules, des podcasts, etc., pour au moins permettre à la population, permettre aux médias de comprendre les concepts et de mieux les véhiculer auprès des populations. Je suis tout à fait en phase. Mais il faut faire les benchmarking. Vous avez cité le cas du Maroc. Pourquoi le Sénégal ne peut pas s'inspirer de l'expérience marocaine, etc. Et aujourd'hui, c'est le sens le mieux partagé. En fait, c'est de copier les bonnes pratiques. Moi, je n'ai pas de regret, je n'ai pas de complexe d'aller copier ce que les gens font comme bonnes choses et puis de les multiplier, n'est-ce pas? Et je pense que ces bonnes pratiques peuvent nous servir quoi, à tous. Je pense qu'il y a comment motiver les organismes à mettre des fonds à disposition des médias pour permettre à la formation sur les questions économiques. Il y en a en tout cas au Sénégal et même au Bénin. En 96, je me rappelle, en tout cas, il y avait un programme Friedrich Ebert. Ils avaient aidé, Friedrich Ebert avait aidé les journalistes économiques à mettre en place un guide. Au Sénégal, j'ai ce guide. Même le guide du Bénin existe, hein, le guide du journalisme économique. Ça existe. Moi, j'ai le fichier électronique pour le cas du Bénin et j'ai le fichier physique pour le cas du Sénégal. Effectivement, il y a des organismes qui financent les associations. Malheureusement, on a une foultitude d'associations des journalistes économiques. Et ce n'est pas normal. Ça ne renforce pas les relations. Oui, il y a des financements. La Banque mondiale souvent finance à travers donc, des séminaires de renforcement de capacité. Le FMI, j'ai eu à bénéficier deux fois une formation du FMI à Abidjan sur la compréhension des concepts macroéconomiques. Il y a des financements, il y a des financements. Peut-être on n'a pas l'information. Souvent, on n'a pas la bonne information. Comment capter ces informations? Et je pense qu'il y a des organismes, et j'ai cité le cas, il y a Thomson Reuters aussi, qui organise quand même beaucoup de formations. Il y a Bloomberg. Il y a un programme actuellement qui est en cours et j'ai eu l'honneur d'être formateur au Sénégal et d'être l'intégrateur. Il y a un programme de Bloomberg au Sénégal et en Côte d'Ivoire, parce que ce sont les deux seuls pays africains francophones qui sont bénéficiés pour le moment. Et je vois, il y a un des participants d'ailleurs qui suit, hein, Abdou Karim Sall, que j'ai salué au passage. Il y a Bloomberg qui finance une formation de 6 mois. La formation ne dure pas sur 6 mois, mais ça dure sur 25 jours, étalé sur 6 mois. C'est des formations sur les politiques monétaires, sur les taux de change, sur les marchés financiers, etc. Donc, le problème majeur, c'est l'accès à la bonne information liée effectivement à ces opportunités de formation. Est-ce que vous pouvez me repasser la main, docteur? Ah oui, I'm sorry. Les 3 points nommés animateurs. Bon.
T'es sur les trois Pas points à encore? côté. Ouais, pas encore. À côté des 3 points. Parce que là, je suis sur le participant. Ok, c'est parfait. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Il y a une question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une formation, un background en économie est nécessaire pour être un bon journaliste économique? Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir fait ses études universitaires dans une fac d'économie, la FASEG, par exemple? Est-ce que c'est un bon départ? Bon, disons que c'est l'idéal, mais ce n'est pas une excuse. OK. Vraiment, ce n'est pas une excuse, mais c'est l'idéal, c'est l'idéal. Peut-être j'ai eu cette chance de faire les sciences économiques de la première année jusqu'en DIA, un master de, disons, en analyse économique. Après, j'ai encore fait le concours d'ICESTI en journalisme, à faire une formation pendant 3 ans pour le journalisme, 2 ans pour la communication encore et 3 ans encore pour la thèse. Peut-être c'est c'est un avantage comparatif, mais ce n'est pas une raison. Parce que je vous dis, au Sénégal, en tout cas, en tout cas nos grands, quoi, en fait, nos aînés, soit et qui sont des références en ce domaine, franchement, qui sont des références et qui sont mes références aussi. Soit ils ont fait l'économie et pas le journalisme, ou bien ils ont fait le journalisme mais pas l'économie. S'ils ont fait l'économie, après ils sont formés dans le tas, ils ont fréquenté les rédactions, etc., mais ils n'ont pas fréquenté une école de journalisme. S'ils sont des journalistes, mais ils n'ont pas fait l'économie, après, ils ont traité des questions économiques et finalement, ils sont devenus vraiment des référents en ce sens. Donc, mais effectivement, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir donc cette forme. L'idéal, c'est d'avoir la formation en journalisme. Aujourd'hui, avec les MOOC, avec les MOOC, les systèmes de MOOC, la formation à l'e-learning, etc., ça devient plus facile. Ça devient plus facile. Mais l'idéal vraiment, c'est d'avoir une formation en économie, en business school, les écoles de commerce, et puis faire une formation en journalisme. Ça vous donnera plus d'avantages, plus de compréhension, n'est-ce pas, pour mieux traiter effectivement les questions économiques. Pour vous, quels sont les préalables pour écrire un article sur l'économie? Qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir avant de commencer par écrire un article sur l'économie? Bon, je pense que je l'ai souligné tout à l'heure, il faut d'abord identifier ton sujet. Vous voulez travailler sur quel sujet? Quel est le genre rédactionnel que vous comptez appliquer pour traiter ce sujet? Identifier les personnes ressources qui pourront vous aider à mieux traiter votre sujet et ne pas se limiter uniquement à une documentation. Les personnes ressources permettent d'humaniser votre article, mais aussi d'avoir un autre son de cloche par rapport au contenu et délimiter votre sujet. Parce que si vous dites, moi, je travaille sur la dette, mais la dette, elle est vaste. La dette, elle est vaste. Je veux travailler sur quoi exactement la dette, mais je travaille sur la dette, mais particulièrement sur le service de la dette du Sénégal. OK? Ou bien sur les eurobonds qui sont émis par le Sénégal. Depuis que le Sénégal a émis les eurobonds, je travaille sur un peu les eurobonds. Ou bien je travaille sur le marché de la dette, etc., etc. Donc, il y a ces préalables d'abord qu'il faut régler, OK, pour maintenant prétendre effectivement écrire un article, etc. Donc, 2 points encore, si je devais insister sur ça, c'est le choix de votre sujet et l'identification de vos personnes ressources. C'est extrêmement important. Et l'identification de ces personnes ressources n'est rien d'autre que de disposer d'un très bon carnet d'adresses, effectivement, où vous pouvez puiser pour pouvoir alimenter votre article, bien évidemment, sans oublier, sans oublier la documentation. Et la documentation, elle existe à gogo. C'est de voir le défi, c'est de comment connaître l'existence de ces documents et où aller chercher ces documents. Vous avez tout à l'heure mentionné les députés qui, à l'Assemblée nationale, ne comprennent pas certains thèmes financiers. Et j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'observateur, que les journalistes sud-africains ne couvrent pas assez bien ou ne couvrent pas excellemment bien l'économie? Ils ne sortent pas du loin, ils sont tous logés presque à la même enseigne. Parce qu'eux aussi, je l'ai une fois relevé, parce que vous savez, dans le cadre donc, des budgets, on est passé maintenant du budget moyen au budget programme. Et avec le budget programme, il y a 2 éléments extrêmement importants, c'est autorisation d'engagement et crédit de paiement. Crédit de paiement, si on vous dit que, par exemple, le ministère de la Santé a un budget de 200 milliards en crédit de paiement,
en crédit de paiement. Et on vous dit que le ministère de la Santé a une autorisation, a un budget, autorisation de paiement de 500 milliards. En réalité, il y a une différence. Les crédits de paiement, c'est ce qui existe effectivement en crédit, en argent. Maintenant, autorisation de paiement, c'est ce que le ministère pourra contracter en termes d'autorisation. Il y a une différence. Des journalistes font cette confusion. Bon, on n'a pas assez de temps, mais sinon, cette anecdote. Effectivement, ils sont tous logés à la même enseigne. Parce que souvent aussi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Sénégal, il y a d'abord la rencontre des commissions. Et chaque commission, il y a un ministre qui vient effectivement relatif à sa commission. C'est-à-dire, si c'est la commission économie-finance, le ministère des Finances vient, le ministère de l'économie vient. Maintenant, il y a les travaux en commission. Maintenant, après, il y a les travaux en plénière. Et les travaux en plénière, souvent, le rapporteur lit le rapport, de la commission. Et les journalistes ne font que reprendre le contenu de ce rapport. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Si on met les comptes spéciaux, le journaliste va reprendre dans son article comptes spéciaux, sans comprendre même c'est quoi comptes spéciaux. Si les députés, dans le rapport, etc. Alors que moi, journaliste, je dois aller au-delà, je dois faire vraiment une analyse. Donc, effectivement, les journalistes ont cette même problématique que les députés. Beaucoup ne comprennent pas, effectivement, certains concepts liés au budget, annualité, unicité, universalité, les principes budgétaires. Mais le premier responsable, c'est les députés. Après, maintenant, viennent peut-être Donc, c'est extrêmement important de faire des sessions de renforcement de capacité, aussi bien pour les médias que pour les députés en matière de budget. Et les députés, près, ont cet avantage parce qu'ils ont ce qu'on appelle des assistants parlementaires. Et les assistants parlementaires, c'est des économistes, c'est des juristes, parce qu'ils les aident à comprendre certains concepts. Ils les aident à lire le budget. Il faut savoir lire le budget. Donc, dans mon ouvrage, j'essaie d'expliquer c'est quoi les principes budgétaires, c'est quoi l'ordonnancement, c'est quoi le paiement, c'est quoi la comptabilité analytique, etc., etc. Dans un langage vraiment assez dépoussiéré, accessible, pour au moins comprendre ces concepts. À vous entendre, est-ce que il y a encore de la place pour des médias économiques en Afrique francophone? Oui, il y a des médias. Puisque vous regardez l'évolution, ces pays qui enchaînent les découvertes de pétrole et de gaz, les enjeux aujourd'hui, on ne peut ne pas traiter de l'économie. L'économie, elle est au cœur de nos activités. Tout est économie. Tout est économie. Il y a de la place. Il faut juste des préalables. Et les préalables, c'est qu'il faut, à mon avis, augmenter il faut une masse critique de journalistes économiques d'abord. Et pour avoir cette masse critique de journalistes, il appartient aux écoles d'instituer des modules de formation en journalisme économique. Donc, la Je crois que responsabilité... le CECI vient de lancer un programme de journalisme Oui, financier. ce que je disais tout à l'heure, c'est l'exemple que je donnais. Effectivement, c'est le CEST qui abrite cette formation en partenariat avec le CESAC, effectivement, avec le CESAC. Et il faut effectivement les personnes ressources, des journalistes qualifiés en ce domaine. Mais la responsabilité, elle est partagée. Chaque partie doit jouer son rôle. Les écoles de journalisme doivent jouer le rôle en renforçant le nombre, disons, instituant des modules de formation. Les patrons de presse aussi doivent donner la possibilité aux journalistes économiques d'éclore, d'appliquer ce qu'ils ont appris. Parce qu'il y a certains médias, il y a une absence totale de desk économique. L'économie, on la met dans le fourre-tout parce qu'on n'a pas de contenu, on met. C'est pas normal. On doit mettre dans chaque, que ce soit en presse écrite, en radio, des desks, des services économiques. Mais il y a certains médias, ils ne marchent même pas. Il n'y a même pas de champ, il n'y a même pas de service économique. Il y a de la place. Il y a de la place. Et au Sénégal, il faut le déplorer. Actuellement, presque, il n'y a plus de parution quotidienne économique. On a des magazines, on a des mensuels, etc. Mais un quotidien économique, on n'en a pas pour le moment. Alors qu'on a plus de 50 quotidiens qui paraissent tous les jours au Sénégal. N'est-ce pas? Il y a de la place.
Parce À que quoi les cela est dû? Au manque d'intérêt ou est-ce que parce que manque parfois les d'intérêt, éditeurs... manque d'intérêt, manque d'initiative de part et d'autre. Manque d'initiative de part et d'autre. Alors, si vous allez au Maroc, je pense, bon, Mariam est là, apparemment, elle connaît un peu le paysage médiatique marocain. Mais vous allez au Maroc, il y a combien de quotidiens économiques? Il y a les échos, il y a les inspirations échos, il y a le challenge, il y a le capital, il y a le matin, qui est le journal gouvernemental, mais avec beaucoup de pages économie. Et quoi d'autre? Ben, il y a la tribune Afrique, il y a le point Afrique. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a l'émergence, etc., etc. Ou Même est-ce que au c'est parce Guinée. qu'on pense que les sujets économiques ne sont pas vendables ou vendeurs? Oui, 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 c'est souvent ces raisons. Mais bon, c'est que pourquoi c'est pas vendable? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est le même contenu, mon cher, c'est le même Ah, contenu. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Ils ont dit, il a ceci, il a, etc. C'est le compte rendu. Il n'y a pas de dossier approfondi, etc. En réalité, il faut revoir le contenu. Il faut revoir le contenu. Et d'autant plus qu'ils sont concurrencés par la presse en ligne. ouais, Ils sont concurrencés par la presse en ligne qui ne facilite pas la tâche. Et c'est cette presse en ligne-là qui est en train de capter les parts de la publicité. ouais. Parce qu'aujourd'hui, si vous parvenez à mettre en place des contenus, des dossiers, des enquêtes approfondies, mais tiens, vous aurez des sponsors, vous aurez les banques qui vont vous accompagner, vous aurez des assureurs qui vont vous accompagner, etc. Mais c'est que personne n'est prêt, aucune structure n'est prête à vous accompagner si vous limitez uniquement au compte rendu quotidien. Il n'y a pas de valeur ajoutée, n'est-ce pas? Mais il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans au Sénégal, il y a ce célèbre journal de l'économie qui faisait feu et flamme. Peut-être malheureusement, il y a d'autres confrères qui ont essayé de reprendre le flambeau, mais bon, très difficilement, difficilement. Mais aujourd'hui, il y a plus d'enjeux parce qu'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas Ouais. assez etc. N'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de marchés. Moi, pour me résumer, il y a un marché potentiel qui est là pour la presse économique et financière. Mais il faut changer de paradigme en matière de contenu informationnel, en matière de formation, en matière de ce qu'on va donner comme contenu, ok, aux populations. Parce que les populations, il ne faut pas les prendre comme des demeurés. Non, elles connaissent mieux que quiconque ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, moi, je pense que tout est dans le contenu, mais aussi tout est dans l'innovation, dans le support aussi, dans le support. Parce que les supports ont changé, il faut s'adapter. Ne pas se limiter uniquement au journal à 100 francs, qu'on va papier 200 francs. Non, il faut des applis, il faut des sites d'information, il faut des newsletters, il faut des podcasts, etc., etc. Il faut une diversité des supports pour répondre aux aspirations des consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeantes en termes de contenu. Exigeantes. Parce que Le Monde, Le Figaro, Financial Afrique vous donne des informations béton. Alors que vous avez un quotidien là qui vient vous donner un compte rendu, etc. Mais tiens, je ne vais même pas regarder. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour lire. Et pour lire, Ouais. pour que les gens attirent, pour que les gens accordent plus d'attention à votre contenu, il faut une information rapide, il faut une information synthétique, une information avec une valeur ajoutée. Et c'est ça qui permet de pouvoir effectivement capter votre auditeur et de nouer un partenariat de confiance entre vos lecteurs. Ces médias que vous citez, en l'occurrence aussi des économistes ou même Financial Times, on voit ces derniers temps qu'ils recrutent en fait des correspondants basés à Dakar ou dans des pays Afrique francophone, qui voient en Afrique francophone un marché potentiel et qui recherchent à recruter, je crois avoir balancé, partager ces opportunités-là de recrutement d'un correspondant pour, par exemple, Bloomberg il y a 2 ans ou l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, ou même de Financial Times. Alors qu'ici, on a des rédactions qui n'ont toujours pas de directeur économique. Mm. Est-ce que ces médias des quotidiens que vous citez au Sénégal ont des desks économiques quand même? Non, mais tous ces recrutements-là des médias internationaux, hein, c'est des médias internationaux. C'est des médias internationaux qui cherchent des Ouais. correspondants économiques Ouais. ici. Cela dénote effectivement dénote de la dynamique du secteur, du paysage et de la presse économique. De la presse économique. Et malheureusement, c'est des opportunités que la presse locale captées, aurait dû capter, mais la nature a horreur du vide. Alors, du vide, ouais. Et du coup, elle laisse la place aux médias étrangers. Effectivement, moi-même, je vois des appels d'ordre, des appels de recrutement. Et ce qui marche plus, peut-être, c'est les piges. C'est les Ouais. piges. Parce qu'aujourd'hui, même certains journalistes, en tout cas,
vraiment pointues et spéciales des questions, ils ne veulent pas être même recrutés dans des organes parce que si vous êtes recruté, vous avez une marge très faible. Vous préférez tirer à gauche, à droite, faire vos, etc., parce que vous avez plus de liberté, vous avez plus d'opportunités si vous collaborez avec les médias, etc., parce qu'ils savent qu'il y a des opportunités au Sénégal. Parce que le Sénégal étant la deuxième économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire, il y a des opportunités. Ils sont en train de se positionner, surtout en matière de pétrole et de gaz, ils sont en train de se positionner, de créer des... c'est des places attractives. C'est des places attractives au plan financier, au plan économique. Il y a combien de banques au Sénégal? Parce qu'on frôle les 30 sur la place de Dakar. Sur la place de Dakar. On frôle les 30 à Abidjan, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Il y a 2 semaines, 3 semaines, la Côte d'Ivoire a lancé ses premières exploitations pétrole, gaz, etc. Voilà. Donc, ils sont en train d'anticiper. Nous, on est là, on est en train de subir, etc. Et je pense qu'il faut réinventer. Et je pense que, avec la jeune génération, on a cet espoir quand même de relever, de relever le défi, mais difficilement quand même. Pour le Financial Times, je viens de retrouver la publication, c'était en février 2022, qui recherchait un correspondant en Afrique de l'Ouest. Un Mm. correspondant pour couvrir toute la région Afrique de l'Ouest. Ça montre combien de fois il y a un potentiel, il y a un marché, il y a une étude qui a été faite. On se dit, voilà, il faut avoir un correspondant sur place Mm. pour couvrir les questions économiques, alors qu'on a des médias encore qui n'ont pas encore compris cette nécessité-là d'investir dans ce marché, d'investir aussi dans la formation des journalistes. Non, Je dans pense la qu'on n'en parle formation, pas. elle est Je pense qu'on n'en fondamentale, dans la parle pas formation. assez, mais les médias devraient eux aussi investir dans la formation, encourager la formation des journalistes parce que la formation elle est très Elle est importante. fondamentale. Elle est Elle est très... fondamentale. Elle est fondamentale, mon cher. La formation, parce que tout est dans la formation. Mais encore une fois, je n'ai pas fait l'économie parce que je n'ai pas fait l'économie, donc je ne vais pas faire, je ne serai pas journaliste. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des littéraires qui deviennent même des informaticiens, qui deviennent des Ouais, robotiques, qui deviennent des... Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout est ouais, démocratisé. ouais. La formation, elle est démocratisée. C'est un problème d'organisation et d'engagement, de volonté de volonté. Mais ce n'est pas une raison. Il suffit de lire les articles, il suffit de regarder les tutos, il suffit, etc., etc. Et personne ne pourra être plus expert que toi. Mais bon, ce n'est pas ce que j'ai dit, en fait. Vraiment, c'est pas un no man's land. La presse économique finance n'est pas un no man's land. C'est pas destiné à ces... Non, 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 non. Bon, peut-être chacun... Bon, en fait, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien contre les autres secteurs, mais peut-être c'est plus facile de couvrir une activité politique, une activité Ouais. sport, etc. Parce qu'en économie, aussi, tout chiffre avancé, il faut l'expliquer, il faut le justifier aussi. Tu ne faut pas rester dans ton cloîtré, dans ton fauteuil et dire que le PIB va passer, etc. Non, il faut Pour l'expliquer. justifier, expliquer, et puis... Bon, il a ses réalités, en fait. Elle a ses réalités, l'économie, quoi, disons. J'ai l'habitude de dire que, et ça c'est vrai, c'est partagé par beaucoup de monde, des médias, que le journalisme est avant tout un travail intellectuel, Ouais, où on ne vient pas vraiment pour faire de l'à peu près, mais c'est vraiment un travail d'intellectuel et qu'il faut être un fin critique de l'actualité, pas seulement quelqu'un qui repose sur l'actualité, mais qui est en mesure de critiquer en fait l'actualité que nous offrons à nos publics. Nous sommes déjà à la fin, disons que c'est la fin de ce webinaire, ouais. de cette formation. Et comme vous l'aurez certainement remarqué, on n'a pas eu assez de monde. Il y a eu plein d'inscrits, mais un peu de monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu un report le jeudi dernier. Ça montre encore une fois la place de l'économie dans le cœur des journalistes. C'est un vrai débat, un débat qui va Mm. passer. C'est maintenant moi qui va continuer. Je pense aussi, comme on parle de sensibilisation, il faut Mhm. aussi sensibiliser les journalistes à la couverture de l'économie, les faire intéresser l'économie et dire aux journalistes aussi que c'est vrai que le monde de l'économie est vraiment complexe. Ça, il faut l'avouer, mais complexe ne veut pas dire que ce n'est pas accessible. C'est complexe, Mm. mais ça peut être accessible. Et il y a beaucoup d'outils, comme vous voulez de le mentionner, qui peuvent aider les journalistes à mieux couvrir l'actualité parce que on informe un public qui n'est pas au courant, qui n'a pas vraiment le temps de prendre son Mhm. Mhm. dictionnaire à côté, de voir ce thème, ça veut dire quoi. Mais les gens lisent très rapidement parce qu'ils sont submergés par des contenus. Il Mhm. faut
comme vous l'avez dit, offrir une information vraiment synthétique et rapide. Mais Mhm. cela demande de la part de celui qui écrit ces genres d'articles des compétences. Mhm. Et ces compétences aussi se cultivent au fur et à mesure. C'est pourquoi ces formations, Mhm. comme celles que nous venons d'avoir, sont vraiment essentielles pour les journalistes. Merci encore, docteur Abdou Dia, pour ces expériences que vous avez partagées avec nous, pour nous avoir plongé dans l'univers de l'économie. Il y a un confrère, un participant qui demande combien coûte votre livre et où on pourrait l'avoir. Je pense que j'ai déjà un acquis pour terminer ce webinaire, que c'est un livre qui existe déjà à Amazon. Cher panéliste, je ne suis pas payé pour faire la pub, mais vraiment, c'est un livre qui est indispensable. Et comme il vient de le dire, c'est le recoupement en fait des articles qui ont déjà été publiés, qu'il essaie de condenser pour constituer ce livre qui est important. Et la question, c'est un participant qui la pose et je vous la soumets. Comprendre les thèmes financiers, ce livre, on le trouve où? Ok, bon, merci. Bon, après, je vais passer à la caisse après, quoi, pour te... Bon, je pense que certaines autorités essaient de compliquer certains sujets. Oui, en face, Mariam. Docteur, combien coûte le livre? Bon, effectivement, bon, le livre, dès qu'il sortait de la première édition, c'était 12 000. Mais après, bon, puisque c'est un an après, bon, j'ai dit vraiment, pour que tout le monde puisse en disposer, j'ai laissé ça à 10 000, quoi. Maintenant, je sais au Sénégal, je ne sais pas si vous avez un contact au Sénégal, je pourrais lui remettre, il n'y a pas de souci. J'ai fait il y a des commandes au Burkina, que je suis en train de déployer, quoi. Bon, peut-être Balao, si vous permettez, il y a une question de Bachir Silla. Bien Quel sûr, rapport allez-y. le journaliste économique doit entretenir avec les communicants des institutions financières? Oui, oui, il faut des rapports de confiance, mais aussi, parce que je l'ai dit, moi, là où je travaille, je suis communicant. Moi, le communicant a un objectif de faire passer un message et d'atteindre ses objectifs. Donc, lui, il va essayer de voir comment, bon, pas manipuler, parce que manipuler, c'est trop lourd, mais il a un objectif. Et l'objectif, c'est de faire passer son message à travers les journalistes. Et pourtant, ce message-là, en réalité, il appartient maintenant aux journalistes d'être prudents et de filtrer et de voir maintenant, est-ce que ce message n'est pas de la communication? Moi, je suis journaliste, je dois traiter cette question sous l'angle journalistique. Donc, il y a cette relation de confiance, mais faites très attention avec ce que les communicants, parce qu'encore une fois, l'objectif du communicant n'est pas celui du journaliste, encore une fois. Parce que le communicant attend un retour sur le message qu'il a véhiculé, alors que les journalistes, c'est plutôt l'information qu'il va donner à l'endroit des populations. Un journaliste peut signer un article promotionnel. En tout cas, j'ai fait le soleil pendant 10 ans, mais tous les reportages que les journalistes font ne sont pas signés. C'est anonyme. Donc, les journalistes ne signent pas, en tout cas pour la presse écrite, pour le soleil, pour le cas du soleil, et même pour les autres journaux, vraiment ne sont pas signés. Par contre, on mentionne en mettant public reportage. Contrairement à la radio ou bien à la télé, vous savez que à la radio, à la télé, on peut ne pas même mettre le nom du journaliste et puis on peut distinguer. On peut distinguer le nom. Si, par exemple, Alain Foucault qui met sa voix, on sait que c'est lui parce que c'est une voix distinctive, quoi. Distinctive, n'est-ce pas? Donc, pour la presse écrite, c'est anonyme, mais pour la radio, pour la presse, pour l'audiovisuel, c'est très difficile. Et pourtant, peut-être, ce sont des gens qui peuvent faire passer des publics reportages, quoi. Mais pour la presse écrite, les journal ne doivent pas mentionner le nom, la signature, quoi, en fait, de l'article. Donc voilà après quelques réponses que je voulais apporter aux questions posées par Bachir Silla. Merci encore, Monsieur Abdoudia, docteur Aboudia, pour ce partage d'expérience surtout. Merci aussi pour ces conseils que vous avez offerts aux journalistes. Ceux qui ne nous ont pas, ceux qui ne nous suivent pas directement via Zoom, nous suivent via le groupe privé du forum, puisque le webinaire et la formation et les diffusions en direct dans le groupe privé, et qu'ils peuvent également la suivre après en replay sur YouTube sur la page, le compte YouTube du Réseau international des journalistes, qui est une organisation fondée également qui appartient également à l'ICFJ. Merci à tout un Peut-être chacun. je vous enverrai la bonne version de la présentation et vous pouvez la D'accord, partager aux auditeurs, quoi. d'accord. Merci encore Merci aux au participants revoir. pour leurs questions. Merci à Mariama, merci à Biharu, je ne sais pas si j'ai bien lu ton nom.
Merci pour ces questions que vous avez posées, qui ont meublé ces échanges. Merci à Bachir, merci à Hilaire Barou, merci encore une fois aussi à monsieur, au docteur Abdou Dia pour ce moment partagé ensemble. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour le dernier webinaire de l'année. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao, Au bye. revoir. Bye.